il y a beaucoup de matière pour la discussion. Là, on travaille dessus. Et je pense que ça n'est qu'un début, cette discussion. Merci beaucoup, Frédéric. Je ne vais pas commenter ton intervention, ça viendra peut-être dans la discussion. Je retiens simplement, enfin juste comme ça, bon, finalement tu as présenté des propositions de définition du soin s'élargissant toujours plus depuis la relation primordiale de soin jusqu'à finalement la pensée du monde comme soin, la mondanisation, on pourrait dire, dans un sens, dans un terminologie qui sonne un peu phénoménologique ou heideggerienne. Et tu posais cette question, enfin exactement, tu mettais en œuvre cette démarche, cette méthode, cette façon de faire, en soulevant une question générale qui, à quelles conditions au pluriel le soin peut-il devenir l'objet d'une politique générale. Je dis juste par provision, je dirais pour la discussion peut-être tout à l'heure ou pour une autre discussion, parce que je ne suis pas sûr qu'on va discuter de tout aujourd'hui, que je proposerais volontiers d'inscrire cette question, la méthode et la façon d'interroger la politique du soin, véritablement, comme une politique générale du soin, à la fois du point de vue de ce que j'appellerais une micro-politique du soin et une macro-politique du soin. Ici, je croise d'ailleurs des questions que nous soulevons par ailleurs, sur lesquelles nous reviendrons très probablement dans la prochaine séance, à propos des technologies relationnelles et de la réticulation, de ce que j'aime bien appeler moi, la société réticulaire contemporaine, qui est le rapport entre micro-politique et macro-politique, et l'héritage de guattarien sur ces questions que je crois qu'il faut réactiver aujourd'hui très fortement. Voilà, je dis cela sans le développer plus pour l'immédiat. Avant de rentrer dans mon propre propos tout de suite, et pour ne pas oublier, je voudrais d'abord vous signaler qu'il y a une prochaine séance qui aura lieu à la colline, donc ici, que je remercie toujours de prendre soin de nous, parce qu'il nous protège, nous les vulnérables, avec une très grande bienveillance, donc je ne manque jamais de les remercier vivement, tous autant qu'ils sont, techniciens, directeurs, etc. La prochaine séance aura lieu au mois de mars, je crois que c'est le 17, elle portera sur les technologies relationnelles, dont a parlé tout à l'heure Christian. Il n'y a pas encore de titre, ni d'argumentaire, ni de programme définitif, mais enfin, comme ça, par provision, enfin, je lance une proposition, c'est écologie de l'esprit, on parle ici de technologie de l'esprit, d'écologie de l'esprit, et écologie relationnelle. Il y aura une autre séance au mois de mai, qui, sous réserve de vérifications ultimes de date, portera sur la pharmacovigilance, la pharmacologie et la pharmacopée industrielle. Ça n'est pas à cause de Servier. Il se trouve que l'affaire du Mediator est arrivée depuis, mais nous discutions déjà depuis plus d'un an avec Ronnie Broman, qui a fait la postface et qui a soutenu la publication de ce livre sur le Mediator, d'une séance là-dessus, parce que c'est aussi une manière de revenir pour moi sur la question de Foucault et la médecine, parce que je suis toujours impressionné de l'absence de réflexion sur la pharmacie chez Foucault, et que je vois mal comment parler de la médecine moderne, ce qui était son projet initial, sans parler de pharmacie, et les problèmes de pharmacie aujourd'hui. Évidemment, pour nous qui nous intéressons au pharmacone, dans son acception antique, et à l'époque où elle s'industrialise, pose des problèmes là, de soins, de politique du soin, absolument singuliers. Il y aura à cette séance donc Ronnie Broman, et également Philippe Barrier, donc, qui a été évoqué tout à l'heure par Christian, qui est l'auteur de La blessure et la force, qui est un livre que j'ai eu le privilège de préfacer. Je dis le privilège parce que c'est vraiment, je pense, un très très beau livre. Et donc voilà, Philippe nous fera l'honneur d'être avec nous. Philippe Barrier, dont vous trouverez sur France Culture et sur le site de Philippe Petit, un entretien qu'il y a eu tout récemment dans l'émission que Philippe Petit anime sur France Culture. Alors, maintenant, pour ce qui concerne la séance d'aujourd'hui, pourquoi avons-nous choisi ce titre de soins et relations?
Bon, il y a 1000 raisons, évidemment, qui d'ailleurs nous échappent en grande partie, parce que très souvent, les raisons pour lesquelles on fait les choses nous échappent. Hein. Mais pour ce qui nous échappe, en tout cas pour ce qui ne m'a pas échappé à moi-même, c'est évidemment que le soin est une relation, qu'il y a une question de relation qui est intrinsèquement liée à la question du soin, mais parce que nous posons ici à Ars Industrialis que le soin, en tant que relation, c'est une relation qui fait l'objet d'une constante évolution au cours des âges. Autrement dit, nous inscrivons cette question dans celle d'une histoire du soin. Du soin, c'est-à-dire, comme l'a très bien dit tout à l'heure Frédéric, des soins. On ne peut jamais dire simplement le soin. Ensuite, nous avons thématisé soins et relations, ce couple, parce que nous vivons, c'est ce que disait Christian tout à l'heure en commençant, à l'époque des technologies relationnelles, et donc à l'époque d'une industrialisation de la relation. Pas simplement de la pharmacopée, pas simplement de tant d'autres choses, des services, etc., mais de la relation en tant que relation. Et c'est ce qui soulève une question de ce que nous appelons les technologies de la transindividuation. Précisément de la grammatisation de la transindividuation, au sens où nous essayons ici la transindividuation de la définir en partant de Simondon et du transindividuel comme une série d'opérations. J'y reviendrai tout à l'heure plus en détail. Enfin, nous avons pris ce titre parce que la relation entre individus psychiques est inscrite dans des modèles relationnels. Des modalités relationnelles, mais ces modalités relationnelles reposent sur des modèles relationnels qui viennent les surdéterminer. Et parce que, ça c'est un propos qui mérite évidemment argumentation, et je vais l'argumenter tout à l'heure, mais surtout parce que nous pensons qu'aujourd'hui, ces modèles relationnels sont eux-mêmes surdéterminés par la relation économique, qui est un type très particulier de relation, qui est une relation de soins d'ailleurs, on pourrait dire même la relation primordiale, donner à manger, etc., c'est une relation économique. Mais, en même temps, quelle économie aujourd'hui ? Est-ce que d'ailleurs l'économie se pose aujourd'hui le problème de donner à manger ? Est-ce qu'elle ne pose pas plutôt le problème de spéculer sur la faim ? Bon, ça c'est une question qui se pose à la bourse de Chicago tous les matins, tous les jours, et 24 heures sur 24, puisque cette bourse, comme toutes les bourses du monde aujourd'hui, spécule absolument en permanence et à la vitesse de la lumière. Voilà une question tout à coup, alors là, extrêmement macro-politique et macroéconomique du soin. Vous savez bien qu'il y a eu des émeutes en Tunisie avec des tas d'événements politiques, mais elles sont liées à des émeutes de la faim, et que malheureusement, ça a l'air d'être parti pour continuer ailleurs dans le monde, et peut-être même un jour en Europe, si rien ne se produit quant à un macro-soin à cet égard. Alors notre démarche ici, Ars Industrialis, c'est d'inscrire le soin d'une façon très générale, au cœur des alternatives économico-politiques. Nous pensons que nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins, sur le plan économico-politique, sur le plan de l'économie politique, et que des alternatives économico-politiques sont requises aujourd'hui comme, à mon avis, et comme je crois que c'est notre avis à nous tous ici, jamais auparavant avec une ampleur telle, d'abord parce que ce sont des réquisitions planétaires, et d'une urgence sur laquelle insistait aussi tout à l'heure Frédéric Worms en commençant, sans précédent, très probablement sans aucun précédent. Nous avons soutenu, il y a 2 ans je crois, je ne sais plus très bien, je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans, dans notre séminaire au Collège de philosophie, voilà, cette thèse, économiser signifie prendre soin. Autrement dit, nous avons posé qu'au cœur de l'économie, économiser, là nous en parlions, c'était après la crise des subprimes, donc c'était vraiment un séminaire qui portait sur la crise économique, qui est au point de départ d'Ars Industrialis, parce que Ars Industrialis a été créé il y a presque 6 ans maintenant, en affirmant le caractère inéluctable d'une explosion du modèle économique qui dominait, je tiens à le rappeler quand même. Et donc nous avions lancé ce séminaire il y a 3 ans, économiser signifie prendre soin, en posant que si nous ne mettons pas le soin au cœur de l'économie, alors il n'y a pas de véritable alternative économique. J'avais dit moi-même dans ce séminaire que quand on dit faire des économies, je vais faire des économies, on ménage des possibilités, des capacités de prendre soin. On produit de la capacitation à prendre soin. De soi, bien sûr, déjà, mais aussi des autres.
Alors, à propos d'ailleurs de soi et des autres, bon, très rapidement, la question du soi, je tiens à le dire, ce n'est pas celle du moi. Tout à l'heure, Frédéric en a parlé aussi. Hein. Ricoeur était mentionné et convoqué. Le soi n'est pas le moi, il y a une grande confusion à cet égard. Et je voulais aussi signaler que la façon dont ici nous essayons d'explorer ces questions est assez multivariée. Nous avons un groupe qui s'appelle Technique de soi, le soi étant aussi appréhendé comme le nous. Enfin, au sens là, ce n'est pas simplement le soi en tant que le soi psychique, c'est le soi collectif. Et évidemment, ce qui est très important d'ailleurs dans l'individuation psychosociale de Simonon, c'est que le soi est plus que psychique et plus que collectif. Nous avons un groupe sur l'économie de la contribution qui met aussi ce que nous appelons la contribution, c'est en fait la traduction du soin dans l'économie, et puis ce groupe technologie relationnelle. Mais par ailleurs, nous avons d'autres initiatives qui ne sont pas forcément organisées sous la forme de tel groupe de travail, avec Scolet.fr, dont Julien Gauthier est co-animateur avec Alain Giffard du groupe technique de soi. Nous avons un travail sur l'éducation. Et l'éducation, c'est évidemment et éminemment une forme du soin. C'est peut-être même la forme essentielle du soin. Je prends l'éducation au sens large, nationale ou familiale. Nous avons aussi des travaux avec d'autres partenaires, comme l'ANITEA, par exemple, qui est l'Association nationale des intervenants en toxicologie et addictologie, où là, nous travaillons sur la question du soin thérapeutique dans le domaine de l'addiction et de la toxicité, de la dépendance au sens des toxines chimiques, mais aussi de toutes sortes d'autres formes de toxicité sociale. Alors, je dois préciser par ailleurs que je considère que, ça c'était des rappels pour situer un petit peu comment nous essayons d'appréhender ces questions de diverses manières, par plusieurs types d'approches. Je voulais aussi préciser que, avant de rentrer dans mon sujet vraiment, que ce que Bertrand Gilles ou Niklas Luhmann décrivent comme des systèmes sociaux, tous les deux utilisent cette expression, Niklas Luhmann qui pose qu'un système social est un système autopoïétique, c'est-à-dire organisé par ce que Francisco Varela appelait une clôture opérationnelle, et Bertrand Gilles pensant les systèmes sociaux dans un rapport fondamental au système technique. Je ne vais pas exposer ça, mais on en parle assez souvent ici. Eh bien pour moi, et je crois que c'est pour nous aussi, assez vrai pour nous tous à Arsène Service, c'est les systèmes sociaux, ce sont des systèmes de soins. Mais des systèmes de soins partiels. Des façons de prendre soin d'un aspect de l'intégrale dont parlait Frédéric Worms tout à l'heure. Et je considère moi que ces systèmes de soins, que sont les systèmes sociaux, c'est le système juridique, c'est le système de santé, c'est le système éducatif, c'est le système religieux dans les sociétés où la religion existe et constitue une dimension du social majeure, etc. Eh bien, ils sont constitués, ces systèmes, parce que nous appelons des circuits de transindividuation. Et ces circuits de transindividuation que j'avais essayé de décrire un peu en détail dans Prendre soin de la jeunesse et des générations, forment des disciplines, mélétais en grec, des disciplines en tout genre, c'est-à-dire des savoirs, à commencer évidemment par savoir prendre soin de son enfant, ce qui est quelque chose qui se transmet, c'est un savoir qui se transmet. Ça m'est arrivé souvent de mentionner ça quand Caroline et moi avons eu notre deuxième enfant, Augustin, à la clinique des Bleuets, là, pas très loin d'ici, dans le 11e arrondissement, à la maternité des Bleuets. Il y avait des affiches partout indiquant aux mamans qu'il ne faut pas secouer les bébés qui pleurent. Il ne faut pas les secouer pour essayer de les faire arrêter de pleurer. Et moi j'avais été extrêmement choqué de cette affiche, quoi. Ça semblait tellement évident. Et voilà, j'en avais parlé aux sages-femmes, elle m'a dit, bah oui, mais aujourd'hui on est obligé de l'expliquer. Parce que c'est plus des choses évidentes pour tout le monde. Voilà. De ce savoir-là, en passant par toutes les formes de savoir-vivre, de savoir-faire, c'est-à-dire de savoir technique de métier, par exemple, qui sont des façons de prendre soin, je vais y revenir tout à l'heure, jusqu'aux formes de savoir, comme par exemple la philosophie se revendique être une forme de savoir, comme épiméléia et méléthè, c'est-à-dire, c'est tout l'objet d'ailleurs du texte de... J'arrive plus à retrouver le nom, le titre du dialogue de Platon que je co-commente avec Foucault, peu importe, Alcibiade, voilà, où la philosophie est posée avant tout comme soin, épiméléia. Quoi qu'il en soit, si tout cela est vrai,
tout cela est général et tout cela évolue dans le temps. Et s'il est vrai que tout cela évolue dans le temps, prendre soin, c'est aussi, et d'abord peut-être faire face à cette temporalité et à cette évolution des façons de prendre soin, en tant qu'elle est radicalement accidentelle. L'accidentalité en question, renvoyant pour moi à la facticité de la technique, à cette vie technique qui est la nôtre, mais aussi à cette fragilité ou à cette vulnérabilité qui est au cœur de la réflexion de Frédéric Worms. Elle est exposée aux accidents, et non seulement exposée aux accidents, mais constituée par les accidents. La base de la question, c'est l'accidentalité. Et à partir du moment où on réfléchit dans ces termes-là, on ne peut plus penser à partir d'une essence et d'une ontologie qui serait le cadre général qui veillerait aux marges des exceptions à ce que les accidents soient contenus, mais au contraire, elle met l'accident au départ. Quand on recevra ici Philippe Barrier avec la blessure et à force, vous le verrez, il parle de la blessure, de cette blessure qu'est son diabète, puisque c'est l'histoire d'un diabète. Mais la blessure ici, c'est aussi ce que dit Canguilhem, dont parlait Frédéric tout à l'heure, eh ben c'est la technicité en tant que telle, c'est-à-dire la pathologicité, la pathologie fondamentale de cette vie technique qui est la nôtre. Ce dont il faut prendre soin, ce sont, là aussi on se croise très fortement, des objets de tension, de menace, mais aussi des objets de célébration et d'amour. C'est-à-dire que ce sont des excès positifs et négatifs, excès, des excellences, hein, dans excellence il y a excès, hein, des saillances, on pourrait dire, en passant d'ailleurs pour moi à René Thom, mathématicien, des objets de danger, de risque, mais aussi de célébration et d'admiration, etc. Bref, des valeurs et des contre-valeurs. Il faut prendre soin de valeurs et de contre-valeurs à travers lesquelles et par lesquelles on prend soin de soi et des autres. Or, ces valeurs et contre-valeurs sont inscrites dans un cadre global qui est celui qui impose de sans cesse prendre soin et prendre garde parce que ce cadre est pharmacologique. Il est constitué par une logique, entre guillemets, hein, parce que c'est une logique un peu paradoxale, du pharmacone. Et évidemment, au sens où c'est une technologique. Une technologie que là je ne dis pas tout à fait dans le sens que proposait au début de notre après-midi Christian Forêt, mais c'est tout à fait évidemment compatible avec, mais c'est une technologique au sens où François Lariel, par exemple, qui habite tout près d'ici, à une époque, parlait d'une technologique. L'être vivant technicisé que nous sommes est pharmacologique, au sens non seulement du laboratoire Servier, mais au sens où, dans les analyses que Jean-Pierre Vernant propose de la symbolique et de la mythologie du feu, autour de grands personnages, il y en a d'autres, mais principalement Zeus, Prométhée, Pandora, Héphaïstos et Hestia. Zeus détenteur du feu, Prométhée voleur du feu, Pandora, pardonnez-moi je vais le dire très vulgairement, qui a feu aux fesses, parce que c'est comme ça que Hésiode la présente et que la commande Vernant, c'est-à-dire qui représente le feu du désir, et la flamme de l'amour que l'on retrouve dans la tragédie du XVIIe siècle, et de la tragédie française, Héphaïstos qui est le dieu forgeron, et Hestia qui est celle qui prend soin du foyer, qui est vraiment la figure du soin, Hestia, et de l'intimité. Vernant donc nous donne à comprendre pourquoi dans toutes ces figures, le feu est toujours là, et qu'il est là en tant que représentant la condition à la fois technique et désirante. À la fois technique et désirante. Une condition à la fois technique et désirante est fondamentalement ambiguë, ambivalente du même coup, hein, avec ses valeurs et contre-valeurs du coup, hein, qui est que, qu'est-ce que c'est que le feu? C'est ce qui donne la civilisation, comme dit Vernant, hein, il retraduit ça dans ce langage moderne, la civilisation, et en même temps la barbarie, l'enflammement, l'embrasement, la pulsion, la régression, le déchaînement, etc. etc. Et du coup, Vernant nous montre, c'est à la table des hommes, que finalement, toute l'organisation de la cité se fait autour de cette ambivalence du feu.
L'organisation sociale, c'est l'organisation du soin pris à ce feu qui lie symboliquement le désir à la technique. Voilà comment j'interprète le commentaire de Vernon, qui est un commentaire essentiellement de textes de Hésiode et de Échille. Alors, le soin, dans ce contexte-là, c'est ce qui tente à faire du caractère empoisonnant de cette pyrotechnie, de cette technique du feu, un remède. Et même, dirais-je, un feu d'artifice, en effet, pour le plaisir des yeux et pour le bonheur de tous, et en particulier des enfants. La question du soin est pour nous, en cela, je parle de feu d'artifice parce que ça passe par la fête, pas de système de soins sans fête. Et que veut dire cette litanie qu'on entend depuis quelque temps, on ne sait plus faire la fête, parce que ça commence à faire un bout de temps que je l'entends. Il y a 20 ou 30 ans que j'entends dire ça, et je crois que malheureusement ça n'est pas faux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est grave. Si ce que je viens de dire est vrai, c'est grave. Quoi qu'il en soit, donc, cette question du soin est de part en part une question pharmacologique en ce sens-là, au sens où le feu est le pharmacone absolu, y compris comme feu nucléaire, j'en parle dans mon dernier bouquin en commentant à la fois Virilio et Derrida. Cette question, en tout cas, elle est inscrite dans une histoire du pharmacone. Et cette histoire du pharmacone, elle passe par une organologie générale, enfin moi je propose d'appeler ça une organologie générale, c'est-à-dire ce qui étudie les relations entre les trois sphères organiques que sont les organes psychomoteurs, les organes sensorimoteurs, les organes artificiels et les organes des organisations, les institutions autrement dit. Hein. Et cette organologie générale, nous soutenons ici, tout à l'heure Christian en parlait, qu'elle est traversée et surdéterminée par des processus de grammatisation, c'est-à-dire de discrétisation des flux. Et que l'histoire pharmacologique, en particulier à partir de la sédentarisation et du développement des grands empires, puis de la cité grecque et de la Judée, d'Israël, de ces sources-là, et bien entendu des grands empires asiatiques, en premier lieu la Chine, cette histoire grammatologique est surdéterminée par ces processus de grammatisation qui permettent de mettre en place des technologies de contrôle qui conduisent, puisque les systèmes de soins produisent des technologies de contrôle, qui peuvent en fait se renverser complètement en système d'asservissement et de pouvoir. C'était aussi un des enjeux de ce que disait Frédéric Worms tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est là où je voulais en venir, cette histoire pharmacologique, de nos jours, en 2011, est massivement soumise à l'économie. Massivement soumise à l'économie. Je parle là d'une économie qui est une économie capitaliste, internationale, dans un contexte de mondialisation, et qui est une économie d'un type très spécifique. L'histoire thérapeutique du pharmacone est devenue économique, et ce ne fut pas le cas jusqu'au XVIIIe siècle. Voilà ce que je soutiens. S'il est vrai que le soin qui prend soin de l'intégration du soin, et du soin intégral, au sens où tu en parlais tout à l'heure, en tant qu'il se rassemble dans la diversité, la magnifique diversité de ces figures, de ces diverses figures du soin, au sein de ce que l'on appellera la civilisation, la culture, l'art de vivre, cette intégration-là précisément, le soin, donc, entendu en ce sens-là, ne devient l'objet d'une telle économie moderne, contemporaine, que dans la mesure où la distinction entre l'osium et le négocium, qui était apparu, enfin qui est une requalification, à mon avis, de la distinction qui fait que la scolaire est sur un autre plan que la simple économie de subsistance, eh bien cette distinction s'efface à la fin du XVIIIe ou au début du XIXe, et elle laisse place à un nouveau type d'économie qui a intégré l'osium dans le négocium. Et c'est à ce moment-là que les Allemands, Hölderlin par exemple et d'autres avant lui, parlent de l'apparition des Philistins. Qu'est-ce que viennent faire les Philistins ici? Eh bien c'est très important, cette apparition des Philistins. Je parle des Philistins au sens où je crois que plus d'un siècle après Hölderlin, et en passant par Nietzsche, Proust parle des Verdurins comme de Philistins, et que c'est un nouveau système de soins qui se met là en place, un nouveau système de soins qui pose un problème,
un problème du soin pris de l'intégration, de l'intégrale ou du tout, qui fait que, par exemple, à la fin du 19e, un projet politique énorme qui remonte au XVIIIe siècle, là aussi, mais qui ne se concrétise qu'à ce moment-là, qui est de développer un nocium du peuple, c'est-à-dire de créer une éducation nationale, une instruction publique, accessible à tous, et même obligatoire, est une certaine façon d'intégrer l'osium dans le négocium, mais en le sanctuarisant et en faisant un objet de culte ou de culture tout à fait protégé et privilégié et central dans le système de soins qu'est l'éducation devenue nationale. Ça fait partie de l'histoire pharmacologique que nous proposons. J'y insiste évidemment maintenant pour une raison précise. Parce qu'on parle d'urgence. En effet, moi-même je pose que nous sommes confrontés à une situation d'urgence aujourd'hui, face à ce qu'on pourrait appeler une économie du soin, un soin de l'économie. Aujourd'hui, ce système de soins et de formation de l'attention, qu'est toujours le soin, puisque soin, ça peut se dire en anglais attention, en français aussi d'ailleurs. L'attention, c'est un soin. L'attention se forme. Il n'existe aucune société sans dispositif de formation de l'attention, dont l'objet transitionnel de Winnicott est une des conditions élémentaires d'après Winnicott, d'après moi aussi. Mais quoi qu'il en soit, il n'existe pas de société en dehors de cela. À un moment donné, notre société moderne s'est constituée autour d'une formation de l'attention à l'intérieur d'une institution qui est l'éducation nationale et qui se fait en relation avec d'autres formes de soins plus privatifs, qui relèvent plus de la sphère d'estia, c'est-à-dire de l'intimité. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, les industries de programme, qui sont des technologies de captation de l'attention et de détournement de l'attention, canalisent une attention que les institutions de programme, comme l'école ou la famille, tentaient de former, et qui sont des institutions de déformation de l'attention et de destruction des premiers soins. Si les mamans, dans les maternités, il faut aujourd'hui leur apprendre à ne pas secouer leur bébé, c'est aussi, je crois, parce qu'une certaine destruction d'un équilibre attentionnel, d'une écologie de la relation et de l'attention qui s'était constituée au fil des siècles, a été tout à coup littéralement désintégrée et explosée par le fait que l'attention, c'est-à-dire la condition du soin, est devenue un objet industriel majeur, et non seulement un objet industriel majeur, mais si on suit un certain nombre d'économistes, l'objet central. Je dis l'objet central parce que même les marchés financiers, comme on les appelle, où sont les professionnels de l'économie, eh bien, ils sont visés par ces industries culturelles. Quand vous regardez, vous achetez Le Monde et vous voyez des annonces aux actionnaires d'eux, etc., à travers ça, à travers la radio, à travers la télévision, on cherche à capter aussi leur attention à eux, pas simplement aux consommateurs de Coca-Cola, dont parlait Patrick Lelay. Parmi ceux-là, évidemment, ceux que nous sommes tous, la jeunesse et les générations sont singulièrement menacées, c'est ce que j'essayais de dire dans Prendre soin de la jeunesse et des générations, parce que cette captation de l'attention détruit ce que, je crois moi, ce que Freud appelait, après Grodeck, le ça. C'est-à-dire les conditions d'exercice du soin. Vous le savez, le ça passe beaucoup par la plaisanterie. Hein. Le ça, c'est ce qui fait que l'inconscient englobe le moi, et qu'il y a une communication intime entre l'inconscient et le moi, c'est-à-dire la conscience aussi, qui rend possible un certain nombre de choses, dont les contrepétries, les farces, les fantaisies, et dont Freud explique dans de nombreux textes, pas simplement Freud, qu'à un moment donné, c'est là que ça se passe dans la relation intergénérationnelle, fondamentalement. Et que ce soin-là, qui est tout simplement de s'amuser, c'est-à-dire de laisser les muses venir, eh bien, il est un élément fondamental du soin en général, qu'on pourrait d'ailleurs peut-être apporter à ce que dit Gorgias sur la rhétorique comme condition indispensable de la médecine. Je ne sais pas si vous avez en tête ce passage du dialogue de Platon, où la rhétorique, là, serait liée à la fantaisie, selon moi. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, cette fonction qu'est le ça, je crois, est très, très gravement, non seulement menacée, mais proprement détruite par ces systèmes de captation de l'attention, c'est-à-dire de déformation de l'attention, qui sont des systèmes de destruction du soin. Par conséquent, par rapport à la proposition que faisait Frédéric Worms tout à l'heure, sur une question de politique générale du soin, moi je mets comme point d'urgence
primordial d'exiger aujourd'hui, en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'acteurs économiques, parce qu'une économie ne peut pas marcher sans soins, sans préserver des comportements soigneux et rationnels dans ce sens-là, la raison étant une forme du soin. Il y a urgence absolue, à mon avis, à mettre un terme à ces systèmes de destruction du soin, qui ont des conséquences ensuite qui se disséminent absolument partout, y compris dans les laboratoires Servier. Parce que ce système alimente une certaine organisation qui conduit à ce que, comme le disait Jean de Kervas-Doué sur France Culture il y a une dizaine de jours, à ce que les laboratoires mettent 35 000 € par médecin de promotion de leurs produits. Hein. Donc, à eux tous, bien entendu, pas chacun sur chaque médecin, mais c'est colossal. 35 000 € de promotion publicitaire uniquement vers les médecins, c'est absolument colossal. Et ça fait partie du système dont je viens de vous parler, qui est un système de déformation de l'attention. Parce qu'il s'agit bien de déformer la trajectoire qui serait la rationalité du médecin et de le mettre sous dépendance par rapport à tout cela. Alors, je ne veux pas parler trop longtemps, donc je vais peut-être essayer d'accélérer mon propos. Quoi qu'il en soit, ce que vous avez bien compris, c'est que, au-delà de ce que je viens de dire, nous posons ici, Ars Industrialis, que le soin est au cœur de la question de l'économie politique, et que cette économie politique, elle n'est pas séparable d'une économie libidinale. D'une économie libidinale dans la mesure où la première économie du soin, dirais-je, en enchaînant sur Freud directement, c'est celle qui est capable de transformer la pulsion en désir et en processus de sublimation. Cette sublimation est le fruit d'appareils de production de cette énergie qui est la libido de toutes sortes de manières, de toutes sortes d'appareils. Une énergie qui est essentiellement altruiste, à la différence de l'énergie pulsionnelle qui est essentiellement égoïste, disons, dans la mesure où il était beaucoup question de l'autre, dans ce que disait aussi Frédéric tout à l'heure. Quand, par exemple, l'énergie libidinale investit un objet, que ce soit un fétiche, un objet de sublimation quelconque, etc., cet objet est toujours une figure de l'autre. Et donc, c'est toujours l'autre qui est en jeu dans le soin que je vais porter à cet objet-là. Et de ce point de vue-là, effectivement, l'objet technique, par exemple, est subjectif. Hein. C'est dans ce sens-là qu'on peut l'entendre. Or, c'est cette économie qui est aujourd'hui détruite par l'économie, ou la déséconomie, comme je préfère l'appeler aujourd'hui, qui est devenue le capitalisme pulsionnel. C'est une question de salut public, je le crois. C'est un peu grandiloquent de dire les choses ainsi, mais malheureusement, je pense que tout le monde en est plus ou moins d'accord aujourd'hui, que de faire face à cette destruction et de réinventer un âge du soin et une économie du soin dans tous les sens du mot. Mais cela n'est possible que comme un projet économique au sens courant de ce mot-là, c'est-à-dire que ça doit devenir le cœur d'une nouvelle économie politique. J'entends par là que s'il est vrai que le travailleur est aussi celui qui fait un travail soigné, travailler c'est prendre soin de quelque chose aussi, hein, comme infirmière de ses malades, mais comme balayeur de la rue, de la rue, hein, c'est soigner la rue. Et là-dessus, je me permets de renvoyer une conférence qui est en ligne, je crois, maintenant sur Ars Industrialis, que j'ai faite à Essen sur le travail. L'économie contemporaine a détruit le travail, c'est-à-dire le soin, qu'elle a remplacé par l'emploi, c'est-à-dire par la tâche, ce qui n'est pas du tout la même chose. Accomplir une tâche, ça n'est pas du tout prendre soin d'un objet. Accomplir une tâche, c'est répondre à un objectif qui, si on ne le remplit pas, conduira à une sanction, financière ou autre. Prendre soin, c'est tout simplement s'investir dans son objet. Et par ailleurs, on va peut-être être rémunéré pour ça. Mais ça, c'est capital, parce que c'est derrière ça la question du motif de l'existence du travail, de l'économie qui est derrière cela. Or, c'est ce que disait tout à l'heure aussi, en commençant Christian, nous considérons que l'économie contemporaine a conduit à un processus de prolétarisation généralisée, qui détruit les producteurs, qui ne sont plus que des employés, qui détruit les consommateurs, parce qu'ils ont perdu tout leur savoir-faire, de leur savoir-vivre, et qui détruit même les fonctions intellectuelles, parce que ça conduit à une telle externalisation des compétences dans des systèmes techniques qui nous court-circuitent pharmacologiquement qu'il n'y a tout simplement plus qu'une espèce de vaste et générale économie de l'incurie. Incurie voulant dire sans soin. Hein. L'incurie, c'est l'absence de soin, littéralement. Voilà comment nous pensons, en effet, qu'il faut mettre la question du soin absolument au cœur aujourd'hui du débat politique et économique, et des alternatives, y compris présidentielles, qui se présentent pour l'année prochaine en France.
Nous raisonnons autour de ces questions sur la base d'une théorie simondonienne de l'individuation, comme le rappelait aussi Christian tout à l'heure, où l'individuation psychique ne se constitue que comme une individuation collective, qui est donc intrinsèquement et originellement relationnelle. Et ce que nous posons, c'est que cette individuation psychique est collective, le « et », ce n'est pas un point de vue strictement simondonien là, c'est la technique en tant que telle qui rend possible le transindividuel en s'individuant elle-même. Alors Simondon montre que la technique s'individue, du mode d'existence des objets techniques, c'est clairement un traité de l'individuation des objets techniques, mais il ne développe aucune théorie de l'individuation technique assez étrangement. Quoi qu'il en soit, l'individuation technique, c'est l'individuation du pharmacone. À partir de là, la question du soin, c'est comment, à travers l'individuation technique, je peux produire de l'individuation psychosociale. Mais si je ne le fais pas, et si je n'en prends pas soin, je produis de la désindividuation psychosociale, c'est-à-dire de la déséconomie. Et ça, évidemment, ça pose le problème de la thérapeutique. Ça pose le problème de la thérapeutique, enfin, du thérapique et du thérapeutique, dans les deux sens du terme, parce que s'il faut de la thérapeutique, c'est parce qu'il y a du pharmacone, et réciproquement. Et là, la question, nous posons, c'est une affirmation un peu massive, que l'économie, c'est avant tout une thérapeutique. C'est avant tout une thérapeutique, ou plus exactement une méta-thérapeutique qui décline des types de thérapeutiques qui peuvent être contradictoires les unes avec les autres. Typiquement, l'un qui développe telle thérapeutique, telle façon de faire, tel métier, un acteur, un artisan ou un entrepreneur ou je ne sais quoi, le développe contre un autre qui fait une proposition semblable. Et comment est-ce qu'on prend soin de ces différentes thérapeutiques pour qu'elles ne se détruisent pas les unes les autres? C'est le problème de l'éristique et de l'éris que pose Hésiode. Bon, et là, moi, je renvoie beaucoup aux Grecs parce que toutes ces questions ont été extraordinairement pensées par les Grecs et par la façon dont Vernon les a interprétées. Donc, je pense qu'il est très important de se retourner vers cela. Bon, si j'avais eu le temps, je ne vais pas le faire, je vous aurais parlé de l'attention. Je disais tout à l'heure qu'il n'y a de soins possibles que s'il y a des modes d'attention, des formes attentionnelles. Bon, là aussi, j'ai fait une conférence qui est en ligne à Linköping, en Suède, il y a quelques mois, qui s'appelait « Les formes attentionnelles », et dans laquelle j'ai essayé de montrer que il y a toutes sortes, il y a une histoire des formes attentionnelles, et que ces formes attentionnelles, bon, je pense qu'il faut rapprocher ici les questions de Winnicott, du Kerr, de tant d'autres, à la fois de Lazorgue de Heidegger et des questions de rétention et de protension et de la phénoménologie. Parce que l'attention, ça suppose des rétentions et des protentions. Les rétentions, ce sont des processus d'accumulation de savoir, de souvenirs, de réminiscences, d'intériorisation de modes opératoires, etc. Les protentions, ce sont des projections, des désirs, des capacités d'anticipation. Et j'ai essayé de montrer, ici même, plusieurs fois d'ailleurs, que ces agencements de rétention et de protention, qui sont les conditions avec lesquelles on produit de l'attention au sens où on est capable de se concentrer sur la lecture d'un texte, d'être attentif, au sens où Alain Giffard en a parlé aussi dans un livre qu'on a publié avec Christian Forêt, et dans le sens très large où l'attention, comme je le disais tout à l'heure, désigne le soin, eh bien, ça passe par des rétentions tertiaires, c'est-à-dire par des pharmacas. Ce concept de rétention tertiaire que j'ai essayé de fabriquer, c'est une façon de théoriser avec les mots de la phénoménologie, en fait, le pharmacone. Tout pharmacone est toujours une rétention tertiaire. C'est ce que dans mon premier livre, j'avais appelé l'épiphylogénèse, la technique comme support de mémoire épiphylogénétique. Et le doudou en est le premier cas chez l'enfant, chez le bébé. Parce que le doudou, c'est effectivement, si vous lisez attentivement Winnicott, et il faut aussi lire Barrelby, je sais que tu es aussi un lecteur de Barrelby, qui est un contributeur fondamental sur ces questions. Le doudou, l'objet transitionnel, pour le dire dans le concept de Winnicott, c'est, j'en suis convaincu, le premier objet technique qui se présente comme objet technique, et qui se présente comme objet technique d'emblée investi d'esprit, pour reprendre une expression que utilise Edmund Husserl dans les recherches sur la Constitution, dans le texte qui a été produit sous ce titre-là. Voilà, je vais m'arrêter là, qu'on ait suffisamment de temps, il nous reste 1 heure pour discuter. Merci de votre attention. Et vous avez bien compris que c'est quelque chose c'est une thématique que nous ne faisons qu'aborder, donc je pense qu'on y reviendra ici ou là, enfin ici ou ailleurs. Et maintenant, eh bien,
Je laisse la parole soit à Christian, soit à Frédéric s'ils veulent intervenir, ou à qui la demande.